L'ex de mon mari lui a dit que je l'avais trompé avec mon demi-frère, prétendant que notre bébé n'était pas de lui. Nous avons fini par divorcer. Des années plus tard, il revient et veut le bébé, mais il ne s'attend pas à la mauvaise nouvelle. L'ex de mon mari l'a convaincu que j'étais enceinte de l'enfant de mon demi-frère, alors il m'a demandé de choisir, entre le divorce et l'avortement. Mais après 10 ans, il veut voir son enfant, et j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. L'ex de mon mari l'a complètement manipulé, pour lui faire croire que je le trompais, mais la situation est bien pire. Elle l'a convaincu, que la personne avec qui je l'aurais soi-disant trompé, était mon propre demi-frère, et que j'étais enceinte de son enfant. Jamais je ne lui aurais été infidèle, et encore moins avec mon demi-frère. Il ne m'a pas cru, alors j'ai fini par le quitter, mais maintenant, il veut voir son enfant. Pour information, et aussi pour m'y retrouver, car je ne vais pas utiliser de vrais noms ici et je veux garder une trace des faux noms que je choisis, voici les personnes impliquées dans cette histoire, moi, 35 ans. Grant, 38 ans, mon mari actuel. Sébastien, mon demi-frère. Ezra, mon ex-mari. Cassie, dans la trentaine, je ne connais pas son âge exact, l'ex-femme d'Ezra avant notre rencontre. Je vais essayer de garder cela aussi clair que possible, mais c'est un mélange de recherche de conseils, d'anxiété, et d'une colère que je ne veux déverser sur personne d'autre. Donc, même si vous êtes simplement ici pour lire les vies horribles d'inconnus, et que vous n'allez laisser aucun conseil, n'hésitez pas à lire. J'espère que je pourrai rendre justice, en résumant l'une des pires périodes de ma vie. Avant de trop m'égarer avec des informations de contexte, voici un résumé de la situation actuelle. Je viens de découvrir que mon ex-mari a posé des questions à mon sujet, après presque une décennie de silence complet, parce qu'il veut me voir, moi, et mon enfant. Cela peut ne pas sembler bien grave, écrit en une seule phrase, mais j'espère qu'en continuant votre lecture, vous comprendrez pourquoi cette nouvelle a provoqué un tel bouleversement émotionnel. Quand j'avais 24 ans, ma meilleure amie et moi avons traversé le pays, pour nous installer dans une nouvelle ville et un nouvel état, afin de commencer nos vies d'adultes. 6 mois plus tard, on lui a offert le poste de ses rêves dans notre ville natale, et bien sûr, je l'ai encouragé à l'accepter. Malheureusement, cela signifiait que je me retrouvais toute seule dans une nouvelle ville, et dans un nouvel état. 2 semaines après son départ, j'ai rencontré Ezra. J'étais seul, sans amis, et stressé par mon nouvel emploi. Il venait de rompre avec sa petite amie du lycée, et tout cela s'est combiné, pour former une relation très intense. Quelques semaines après notre rencontre, il vivait pratiquement dans mon appartement, et j'étais convaincu qu'il était l'amour de ma vie. Il était à son dernier semestre d'université, après avoir changé de spécialisation plusieurs fois, et il était prêt à commencer à travailler dans l'entreprise d'ingénierie de son père, à une demi-heure de la ville. Peut-être que je commençais enfin à entrevoir un avenir dans cette ville. Maintenant, avec le recul, les fissures étaient évidentes dès le début. La rétrospective est bien plus claire que la prévoyance. Lorsque sa remise de diplôme est arrivée, et que son ex-petite amie s'est présentée avec sa mère, j'ai simplement souri, je me suis présenté, et j'ai essayé de faire bonne impression sur sa famille. Cassie était pratiquement une amie de la famille, ce qui était prévisible, vu le temps qu'ils avaient passé ensemble avant la rupture, mais elle était, en gros, la parfaite petite voisine. Leur mère était meilleures amies, donc ils avaient grandi ensemble, et on m'a dit que le jour où ils avaient commencé à sortir ensemble, avait été le plus beau jour de la vie de la mère d'Ezra. Pourtant, j'étais jeune, naïve et amoureuse, alors j'ai supporté tout ça. Je me suis assise à côté d'elle, et j'ai fait tout ce que je pouvais, pour bien m'entendre avec sa mère. Elle ne m'a jamais complètement accepté, mais je n'ai jamais cessé d'essayer. Cassie est devenue une présence constante dans ma vie, à partir de ce moment. Ezra m'a dit qu'il était difficile pour lui de couper le contact avec elle, parce que leur famille était très proche, alors j'ai essayé de comprendre. Peu importait qu'elle s'accroche à son bras à chaque événement, ou qu'elle l'appelle par tous les surnoms affectueux possibles et imaginables. Nous rentrions à notre appartement, qui était rapidement devenu notre foyer commun, et il me disait qu'il m'aimait, et je le croyais. Il ne voulait tout simplement pas blesser sa famille en rejetant Cassie. Je veux dire, comment pouvais-je me plaindre, alors que j'aime ma propre famille de tout mon cœur? Je ferais n'importe quoi pour eux, donc je pouvais comprendre qu'il veuille protéger les sentiments de sa mère. 8 mois après le début de notre relation, il m'a demandé en mariage. Je sais maintenant qu'il l'a fait le jour même, où il a appris que Cassie avait un nouveau petit ami. À l'époque, cependant, j'étais aveuglé par l'amour,
et j'ai accepté avec bonheur, même s'il n'y avait pas de bague. Je pensais qu'il voulait tellement faire sa demande, qu'il ne pouvait pas attendre d'en avoir une. 1 an plus tard, je marchais vers l'autel, heureuse de l'épouser. À l'époque, je pensais que mon mariage avec Ezra serait le plus beau jour de ma vie. Je n'avais pas vu ma famille depuis des mois, et soudain, ils étaient tous dans la même pièce, célébrant mon mari et moi. J'étais si excité de prendre de leurs nouvelles, et de les leur présenter. Jusqu'à ce moment-là, le seul membre de ma famille qu'Ezra avait rencontré, était mon demi-frère, qui m'avait rendu visite quelques mois plus tôt. Je me fichais même que Cassie se soit présentée en robe blanche, ou qu'elle ait dansé presque autant avec lui, que moi. Après coup, j'ai excusé cela en pensant qu'Ezra célébrait simplement ce jour spécial, avec son ami de toujours. Après tout, j'avais dansé avec ma meilleure amie et mon demi-frère, les 2 personnes les plus proches de moi, en dehors d'Ezra. C'est ce que j'ai fait, tout au long de mon mariage avec lui. J'ai ignoré tous les signaux d'alarme, et j'ai justifié ces actions, surtout en ce qui concernait Cassie. Mais cela aurait dû être un énorme signal d'alarme. Pendant 2 ans, j'ai trouvé des excuses à chaque fois qu'Ezra donnait la priorité à son ex-petite amie, qu'il qualifiait en privé obsessionnelle, et de folle, parmi d'autres insultes, quand personne d'autre ne pouvait l'entendre. J'ai ignoré chaque fois que sa mère me comparait à Cassie. J'ai tendu l'autre joue à chaque fois que Cassie faisait une remarque désobligeante, déguisée en blague ou en conseil utile. Au bout du compte, Ezra était tout ce que j'avais, n'est-ce pas? Toutes les amitiés que je m'étais faites dans cette ville étaient liées à lui, ou à nous en tant que couple, et tous les liens familiaux que j'avais passaient par lui. Ma famille vivait dans un autre état, à des heures de route, et Ezra n'a jamais été disposé à faire ce voyage. Il était tout ce que j'avais. Puis, je suis tombée enceinte. Pour clarifier, il n'y a eu aucune forme de violence, ou quoi que ce soit de ce genre. D'une certaine manière, cela aurait été plus facile à expliquer à ma famille et à mes amis. Ce qui m'a finalement ouvert les yeux, et m'a fait réaliser à quel point Cassie influençait sa vie, c'est le fait qu'il a réellement cru que j'étais enceinte de l'enfant de mon demi-frère. Prenez un moment pour réaliser à quel point c'est absurde. Ezra pensait sincèrement que le bébé que je portais n'était pas le sien, mais que je l'avais trompé avec Sébastien, mon demi-frère. Comme je vivais dans une autre ville, loin de chez moi, et que notre relation avant le mariage n'avait pas été si longue, Sébastien et Ezra ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois avant le mariage, lorsque Sébastien m'avait rendu visite au début de notre relation. La deuxième fois qu'ils se sont vus, c'était à notre mariage. 1 an et demi après notre mariage, j'ai pris l'avion pour ma ville natale, pour fêter le 60e anniversaire de ma mère. Ezra n'a pas voulu se joindre à moi, pour ce voyage. 1 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je pensais qu'Ezra serait heureux. Il avait toujours parlé de vouloir une grande famille, avec beaucoup d'enfants, et nous avions des amis et de la famille, prêts à nous soutenir. Mais au lieu d'être heureux, la première chose qu'il a dite a été, elle avait dit que ça arriverait. Cela fait presque 10 ans, et je m'en souviens encore avec une clarté totale. J'étais complètement confuse. La seule explication qu'il m'a donnée, était, elle m'avait prévenu, et j'aurais dû la croire. Au lieu d'être heureux, il a quitté l'appartement le soir même, et n'a répondu à aucun de mes appels ou messages. Quand il est revenu le lendemain matin, il m'a donné 2 options, avorter, ou divorcer. Pour vous épargner les détails, quand j'ai finalement réussi à lui faire expliquer ce qui se passait, il s'est avéré que Cassie lui avait rempli la tête de mensonges. Apparemment, pendant notre mariage, elle l'avait convaincu que Sébastien et moi avions un comportement inapproprié pour des demi-frères et sœurs, que nous étions trop proches, trop affectueux. Selon elle, la façon dont nous nous sommes étreints, comment nous avons posé sur les photos de famille, et comment nous avons passé du temps ensemble à la réception, était trop intime, presque romantique. Elle lui a même dit que j'avais probablement déménagé dans notre ville, parce que j'avais le cœur brisé, après que Sébastien se soit trouvé une petite amie. Après notre mariage, Cassie a passé des mois à remplir la tête d'Ezra de mensonges sur Sébastien et moi. Tout ce qu'elle avait, c'était de petits fragments de notre relation, qu'elle voyait sur les réseaux sociaux, puisque Sébastien vivait dans un autre état, mais cela ne l'a pas arrêté. Puis, quand j'ai voyagé seul pour le voir, et que je suis revenue enceinte, c'était tout ce dont elle avait besoin, pour convaincre Ezra que je le trompais. Naturellement, j'ai tout nié. Aucune des accusations qu'Ezra croyait, à cause de Cassie, n'était vraie. Sébastien était pratiquement comme un frère jumeau pour moi.
L'accusation était non seulement absurde, mais aussi profondément offensante. Mais Ezra s'en fichait. Il s'en fichait quand j'ai proposé de faire un test de paternité. Il s'en fichait quand je lui ai montré des rapports médicaux indiquant que j'étais déjà enceinte avant mon voyage. Il ne s'est même pas soucié quand je me suis effondré devant lui, le suppliant de revenir à la raison. Ce fut un coup dur, mais je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai fait mes valises, j'ai demandé un transfert au travail, et je suis retourné chez moi, auprès de ma vraie famille. Tout bien considéré, le divorce a été relativement simple. La mère d'Ezra avait insisté pour que nous signions un contrat de mariage, et l'absence d'actifs communs a rendu le processus rapide. Ezra a également refusé tout test de paternité, et a donc signé un document, renonçant à tout droit sur notre enfant à naître. Je n'avais plus eu de nouvelles de lui depuis, et maintenant, j'apprends qu'il me cherche, moi et notre fils. Mes préoccupations sont les suivantes. Mon mari actuel, Grant, sait très peu de choses sur Ezra, ou sur la façon dont ma relation précédente s'est terminée. Il sait que j'étais marié, et que ça ne s'est pas bien terminé, mais c'est tout. Ce n'est qu'une question de temps, avant qu'Ezra ne trouve un moyen de me contacter. Que suis-je censé faire, quand cela arrivera? Peut-être que ce n'est pas aussi grave que je l'imagine, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, mais je commence à paniquer un peu. C'est un chapitre de ma vie que je pensais complètement clos, et je ne veux pas le rouvrir. Dans l'intention de ne pas attirer plus d'attention que je n'en ai déjà, je vais essayer d'être encore plus vague, avec les détails de cette situation, et de toutes les personnes impliquées. Peut-être que le mot « harceleur » est une exagération, compte tenu de ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce qui, je l'admets, n'est pas grand-chose. 2 jours après qu'un vieil ami m'a prévenu que mon ex-mari essayait de me contacter, j'ai reçu des demandes de suivi, sur tous mes comptes de réseaux sociaux. Bien qu'il ne m'ait pas encore envoyé de message, car je n'ai accepté aucune demande, je crains que cela ne tarde pas. Il a même consulté mon profil LinkedIn, ce que je peux voir car la plateforme montre qui a visité votre profil. Il est clair qu'il m'a délibérément recherché. J'ai rassemblé mon courage, et j'ai parlé à mon mari Grant, de tout ce que j'ai mentionné dans mon précédent message. Je lui ai raconté toute l'histoire de ma relation avec Ezra, de Cassie, de tout ce que j'ai enduré de sa part et de celle de sa famille, et enfin, de sa réaction à ma grossesse. Heureusement, l'homme avec qui je suis marié aujourd'hui, est 1000 fois meilleur que mon ex. Il a été compréhensif, et m'a apporté tout son soutien, pendant que je lui racontais cette histoire sans fin. Quand j'ai eu fini, il était plus préoccupé par la façon de me réconforter, que par le fait que je ne lui avais jamais raconté cela auparavant. Bien sûr, juste à ce moment-là, les demandes de suivi se sont intensifiées. Nous avons discuté de ce qu'il fallait faire, et nous avons décidé de bloquer tous ses comptes, sur toutes les plateformes où il m'a trouvé, ce qui correspondait en gros, à toutes celles que j'ai. Il avait traqué tous les recoins de ma vie en ligne. Heureusement, tous mes comptes sont privés. Je pensais que le bloquer m'apporterait une certaine tranquillité d'esprit, mais c'est alors que les messages ont commencé à arriver. Il a créé de faux comptes, pour m'envoyer des messages privés sur presque toutes les plateformes. Dans ceux-ci, il disait qu'il avait fait une erreur, qu'il voulait me voir, et rencontrer son fils. Tous les messages étaient différents, mais il disait finalement la même chose, il n'arrêterait pas de me contacter, tant que je ne le laisserais pas voir son fils. Il insistait sur le fait que l'enfant méritait de connaître son vrai père, et qu'avoir un père biologique, valait mieux qu'un beau-père. Il prétendait que je ne pouvais pas comprendre, car selon lui, j'avais toujours pensé que les relations avec la belle famille étaient les mêmes que les relations de sang. Plus je l'ignorais, plus ses messages devenaient longs, insistant sur le fait qu'il avait le droit de voir son fils. Il a écrit qu'il continuerait à créer de nouveaux comptes, et que je ne pourrais pas le bloquer pour toujours. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il continuera à essayer de me contacter. J'espère juste que l'envoi de messages de plus en plus longs est la seule façon dont il va intensifier cette situation. Grant m'a assuré que nous sommes en totale sécurité, et qu'Ezra ne fera rien de vraiment dangereux, mais j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout cela. Il s'est présenté chez ma mère. Mon ex-mari, que je n'avais pas vu depuis près de 10 ans, s'est présenté à la porte de ma mère, parce que je ne répondais pas à ses messages. Je rends visite à ma mère tous les samedis sans faute, sauf si quelque chose d'important survient. J'emmène toujours mon fils avec moi, mais depuis vendredi soir, il avait dormi chez un ami. Cette fois, je suis allé seul, le matin.
Je n'ai pas remarqué la voiture garée de l'autre côté de la rue, ni l'homme assis au volant, du moins pas avant de me garer dans l'allée, et de sortir de la voiture. C'est à ce moment-là qu'il est également sorti de sa voiture, et s'est dirigé vers moi. Naturellement, j'ai été choqué et effrayé en voyant un homme se tenir à côté de moi, mais quand je l'ai reconnu, la peur n'a pas disparu. Il était devant la maison de ma mère, un endroit qu'il n'avait jamais visité durant notre mariage, un endroit où il n'avait jamais pris la peine d'aller. Sa réponse, à mon « Qu'est-ce que tu fais ici ?», a été la même que dans ses messages, il voulait voir son fils. Il m'avait suivi à travers le pays, trouvant apparemment l'adresse grâce à des registres d'expédition, lors de mon déménagement, juste parce qu'il voulait voir son fils, le même enfant qu'il avait autrefois cru, ne pas être le sien. Je ne sais pas si j'étais stupide ou courageuse, mais à ce moment-là, la peur m'a quitté, et j'ai été submergé par la rage. Je me fichais qu'il ait trouvé l'adresse de ma mère. Je me fichais que nous soyons au milieu d'un quartier connu, pour ses voisins curieux, et je me fichais d'être seul avec lui, pour la première fois depuis la fin de notre mariage. Je lui ai crié dessus, avec tout ce que j'avais en moi, lui jetant à la figure, chaque chose qu'il avait faite pendant notre relation. Sa seule défense était, que Cassie l'avait manipulé. Il m'a dit qu'il était blessé et vulnérable, et qu'il avait cru son ami de toujours. Apparemment, tout a commencé, lorsque Cassie a failli se marier il y a quelques mois, et lui a finalement avoué, qu'elle lui avait menti pendant tout ce temps. Dès qu'Ezra a découvert que j'avais été enceinte de son enfant, il a commencé à me chercher. Heureusement, aucun de nos amis communs ne lui a donné mon numéro, alors il a eu recours à Internet pour me trouver, et quand je l'ai bloqué partout, il n'a eu d'autre choix, que de me trouver en personne. Il a dit qu'il était désespéré de voir son enfant, mais j'avais une mauvaise nouvelle pour lui. Il n'avait pas d'enfant. Le stress de ces accusations, le divorce, et le déménagement à travers le pays s'était accumulé, et quelques mois seulement après notre séparation, j'ai perdu le bébé. L'enfant auquel il avait renoncé, n'a jamais vu le jour. Ezra n'avait pas d'enfant. Mon fils, Spencer, est le fils de Grant, mon beau-fils, que j'ai adopté comme le mien. Il a les mêmes cheveux roux que moi, et une personnalité tout aussi intense, car Ezra avait raison sur un point, pour moi, les relations avec la belle famille, sont tout aussi précieuses que les liens du sang. J'ai un enfant, mais Ezra n'en a pas. À ce moment-là, je criais si fort, et depuis si longtemps, que ma mère et mon beau-père sont sortis de la maison, ainsi que plusieurs voisins curieux. Je ne sais pas si c'était le public ou le choc, mais quand mon beau-père a dit à Ezra qu'il valait mieux qu'il parte, il est parti sans discuter. Peut-être aurais-je dû lui dire tout cela dès le début, au lieu de le bloquer et d'ignorer ses messages, mais comment aurais-je pu savoir qu'il se présenterait ici ? J'espère juste que maintenant qu'il connaît la vérité, il retournera à sa vie, loin de moi et de ma famille. Logiquement, j'aurais dû réaliser qu'il ne serait pas si facile de se débarrasser d'Ezra, pas après qu'il m'a suivi à travers tout le pays, désespéré de voir un enfant qui n'existe pas. Pour être honnête, quand je l'ai qualifié de « harceleur » dans les mises à jour précédentes, une partie de moi plaisantait, essayant de me sentir mieux, face à sa réapparition soudaine dans ma vie. Oui, il avait suivi tous mes mouvements sur les réseaux sociaux, où j'avais un compte, mais il y a une grande différence, entre être un observateur passif, et devenir un harceleur actif. Apparemment, Ezra était plus que disposé à franchir cette étape. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'il me croirait, quand je lui ai dit que Spencer n'était pas son fils. Pour être clair, il ne l'est pas. Spencer n'a même pas de lien biologique avec moi, au-delà de mon mariage avec son père et de mon adoption. Nous ne partageons pas le même sang. La coïncidence que nous ayons tous les deux les mêmes cheveux roux, était quelque chose que Grant et moi avons appelé le destin, quand j'ai décidé d'adopter Spencer comme mon propre fils. Cependant, s'attendre à ce qu'Ezra me croie, alors que la principale raison de notre divorce, était précisément qu'il refusait de me croire, était stupide de ma part. Honnêtement, je ne sais pas exactement ce que j'attendais de lui. Peut-être que je pensais, qu'il accepterait simplement ce que je lui ai dit, et disparaîtrait pour toujours, que je n'aurais plus jamais à le revoir. Après ce jour chez ma mère, j'ai commencé à remarquer sa voiture partout. Au début, je pensais qu'elle était garée près de ma rue, mais ce n'était que pour un instant, alors j'ai supposé que j'étais paranoïaque. La deuxième fois que j'ai cru voir sa voiture, j'en ai parlé à Grant. À partir de là, nous avons tous les deux commencé à être plus vigilants, et bien sûr, sa voiture continuait d'apparaître. Chaque fois que nous la remarquions, il démarrait en trombe avant que nous ne puissions faire quoi que ce soit.
2 semaines de ce manège ont suffi pour que nous allions à la police. Nous avions pris quelques photos de sa voiture à différents endroits, principalement près de la maison de ma mère et de la nôtre. Je pensais que la police prendrait sûrement au sérieux le fait que nous étions surveillés et suivis par mon ex-mari, qui était convaincu que mon enfant était le sien, qu'il prendrait sûrement des mesures. Apparemment, non. Bien que ce que nous avons présenté puisse sembler suspect, la police nous a dit qu'ils ne pouvaient pas arrêter quelqu'un, simplement pour être près de nous. Nous n'avions aucune preuve qu'il avait l'intention de nous faire du mal, et il n'avait rien fait directement contre nous. Nous sommes donc livrés à nous-mêmes, dans tout cela. Je suis heureuse d'annoncer que mon ex-mari ne sera plus un problème pour moi ou ma famille. Après avoir fait tout ce que nous pouvions, pour convaincre la police de prendre des mesures préventives, sans succès, nous avons finalement réussi à présenter les preuves nécessaires, pour qu'il soit arrêté. Comme je l'ai mentionné dans ma précédente mise à jour, Ezra avait rôdé autour de l'école de Spencer. La conclusion était claire, il voulait prendre l'enfant qu'il croyait être le sien, peu importe ce que je voulais. Évidemment, ni Grant ni moi, n'allions laisser cela se produire. Heureusement, notre voisine, qui était enseignante à l'école de Spencer, partageait notre inquiétude. C'est grâce à elle que nous avons réussi à garder une longueur d'avance. Nous savions qu'Ezra allait finir par tenter quelque chose, nous devions juste attendre. En attendant, nous avons informé le personnel de l'école de ce qui se passait. Nous avons clairement fait savoir à tout le monde au bureau que Spencer ne devait pas quitter l'école avec quelqu'un d'autre que notre voisine, Grant ou moi. Et quelques jours plus tard, c'est arrivé. En plein milieu de la journée, Ezra est entré dans le bureau de l'école, disant qu'il était là pour récupérer Spencer en mon nom, car il y avait eu une urgence avec sa grand-mère. Il a même mentionné le nom de ma mère, pensant probablement que cela le rendrait plus crédible. Quand le personnel lui a dit qu'il devrait m'appeler avant de lui remettre Spencer, il a insisté sur le fait que j'étais occupé par l'urgence, et que je ne pouvais pas être dérangé. Quand il n'a pas réussi à les convaincre, il a fait semblant de m'appeler lui-même, et a quitté le bâtiment avec cette excuse. Bien sûr, il n'a jamais appelé. Au lieu de cela, il s'est assis dans sa voiture, devant l'école, en attendant. Cependant, l'école m'a appelé immédiatement, pour m'informer de tout ce qui s'était passé, comme nous l'avions prévu. Ils ont également enregistré toute l'interaction en vidéo. À la fin de la journée scolaire, ils ont libéré les élèves comme d'habitude, mais ils ont gardé Spencer dans sa classe, avec ma voisine. C'est alors que la police, avec la vidéo en main, est arrivée pour arrêter Ezra, alors qu'il était dans sa voiture. À l'intérieur du véhicule, la police a trouvé 2 billets d'avion pour son état d'origine, ainsi que de puissants sédatifs. Il pense que son plan était d'utiliser ce médicament sur Spencer, pour l'emmener. Ezra a été arrêté, et restera en détention jusqu'à son procès, où il fera face à des accusations de complot en vue d'enlèvement, mise en danger d'un mineur, et toute autre charge qu'il pourrait ajouter. Enfin, notre cauchemar est terminé. Cela fait des mois depuis ma dernière mise à jour. Ezra est en prison. Je ne vais pas détailler toutes les accusations exactes portées contre lui, car je ne veux pas que quelqu'un puisse découvrir son vrai nom, et me retrouver à travers cela, mais je peux dire qu'il sera en prison pendant plusieurs années, bien que je préférerais qu'il y reste pour toujours. Les accusations incluent celles que j'ai mentionnées dans le message précédent, ainsi que quelques-unes supplémentaires. D'une manière ou d'une autre, il a échappé à certaines accusations, ce qui n'a aucun sens pour moi, mais tant qu'il est derrière les barreaux, je m'en fiche. Il a essayé de justifier les sédatifs, en disant qu'ils étaient à lui, ce qui était vrai car il avait une ordonnance, il les prenait depuis qu'il avait découvert la vérité. Pourtant, les billets d'avion et tout le plan étaient si troublants, qu'il aurait pu envisager de les utiliser. En plus de cela, nous avons maintenant des ordonnances d'éloignement contre lui, pour Grant, Spencer et moi. Il ne pourra jamais s'approcher de l'école de Spencer, sans être arrêté. Pendant le procès, un test de paternité officiel a été effectué, qui a prouvé une fois pour toutes, que Spencer est le fils de Grant. Mes dossiers médicaux ont également été présentés, avec mon consentement, confirmant que j'avais fait une fausse couche quelques mois après ma séparation d'avec Ezra, il y a toutes ces années. Ezra a fait tout cela, pour finir en prison pour absolument rien. Et savez-vous quelle est la cerise sur le gâteau? Cassie. Elle s'est présentée au procès, et a fait une scène énorme, prétendant être dévastée parce qu'Ezra allait en prison. Peu de temps après, son mari l'a publiquement quittée. Apparemment,
elle publiait constamment sur les réseaux sociaux, pour le soutenir. Dans sa dernière publication, son mari a commenté qu'elle était libre d'aller le soutenir en prison, puisqu'elle refusait d'arrêter de parler de lui. Des amis de la ville m'ont dit que son divorce est déjà en cours. Bien sûr, j'ai bloqué Cassie et toutes les connaissances d'Ezra, sur toutes les plateformes imaginables. J'ai coupé toute possibilité de les croiser à nouveau. Cassie et Ezra étaient ensemble, ce que beaucoup de gens soupçonnaient dans les commentaires, et je ne nierai pas que je le faisais aussi. C'est pourquoi elle a failli divorcer. Je ne sais pas si leur relation a commencé, alors qu'Ezra et moi étions encore mariés, avant notre mariage, ou après notre séparation, mais ce qui est clair, c'est qu'elle a toujours voulu retourner avec lui. La bonne nouvelle pour elle, c'est que maintenant, elle pourra profiter de visites conjugales en prison, et n'aura pas à se cacher de son mari, pendant qu'elle fait ses affaires avec Ezra. Évidemment, ce ne sera pas aussi glamour, que de le faire dans un hôtel de luxe, mais tout dans la vie n'est pas parfait, n'est-ce pas? La partie la plus drôle, c'est que j'ai découvert tout cela, parce que Cassie m'a contacté par email. Oui, elle a eu l'audace de m'envoyer un message, plein d'insultes et de commentaires blessants, comme vous pouvez l'imaginer. En gros, elle a essayé de me le jeter à la figure, qu'elle avait gagné, car au final, grâce au mensonge qu'elle a mis dans la tête d'Ezra, elle a fini avec lui. J'ai été très tenté de répondre, et de lui dire qu'elle ne devrait pas être si fière, car tout ce qu'elle a obtenu, c'est un perdant pathétique, mais la vérité est que je voulais être la personne la plus mature, dans cette situation. C'est un mensonge. Je lui ai dit, et bien sûr, après lui avoir envoyé ma réponse, je l'ai bloqué. J'imagine qu'elle a dû envoyer d'autres emails, plein de choses inappropriées, mais heureusement pour moi, personne ne va les lire. Quelle tragédie, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, bien que j'aurais pu choisir la voie de la sagesse, au final, je n'ai pas pu résister à avoir ce dernier mot. Parfois, être un peu immature est la meilleure des thérapies. Je viens d'apprendre quelque chose, qui, j'en suis sûr, vous laissera tous sans voix, et je ne pouvais pas attendre de rentrer chez moi, pour l'écrire ici. Ezra s'est fait tabasser en prison. Ne vous inquiétez pas, si l'un d'entre vous a de la peine pour cette âme douce, il est hors de danger. Mais d'après ce qu'on m'a dit, en prison, il ne voit pas d'un bon œil les hommes qui tentent d'enlever des enfants, alors il a reçu un accueil spécial, pour qu'il soit bien clair ce qu'il pense de quelqu'un comme lui. Peu importe à quel point Ezra a essayé de jouer la victime tout ce temps, les règles à l'intérieur de la prison sont très différentes. Là-bas, ses tentatives de manipulation et son attitude supérieure ne signifient rien, et il semble qu'il l'ait appris à la dure.